et ils sont dans le ministère de couple pratiquement près de 12 ans. Ils sont dans le ministère de couple. Ils sont mariés légalement. Et ça fait bientôt 14 ans qu'ils sont mariés. Ils ont 3 enfants. Et notre frère est un cadre de la banque à la BCAO siège. Donc c'est un couple ami. Nous avons travaillé ensemble, toujours dans le domaine des couples, pour faire asseoir ce ministère ici au Sénégal. Et vous voyez, le ministère est allé loin. Ils ont intervenu sur la chaîne Africa 24. Ils étaient invités, ils ont intervenu. Donc, c'est pour vous dire que nous avons tout fait pour choisir des orateurs à une dimension. Et ce soir, sentez-vous libre, posez toutes sortes de questions. Ils ont déjà publié 2 ouvrages que nous allons vous présenter vers la fin. Et après, il y aura des questions et réponses. Et nous vous conseillons à tout faire pour vous en procurer. Vous pouvez vous inscrire et dimanche, ils vont aussi revenir sur ce livre et puis ils vont dédicacer ça pour vous. Alors, trêve de commentaires, on les laisse la parole et que Dieu les bénisse. Merci, pasteur. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes bénis d'être là, mon épouse et moi. Et c'est un véritable honneur d'être avec notre papa, notre grand frère, qui également est une bénédiction pour nous. Et c'est également un honneur pour nous de prendre la place, de prendre la parole devant notre grand frère, notre pasteur. Et merci beaucoup, merci au conseil et merci à tous les couples de l'Église. Amen. Alors, étant donné que ce soir, nous allons parler de communication, donc nous allons communiquer entre nous. Donc, soyons libres. Il ne s'agira pas de prêcher, mais il s'agira de discuter sur comment asseoir la communication dans le couple. Et ce soir, le thème ou le sous-thème qui nous sied d'aborder ce soir, c'est le dialogue de sourds. Le dialogue de sourds. Amen. Nous allons voir après ce que c'est et qu'est-ce qui entraîne le dialogue de sourds dans les couples. Et si Dieu le permet également, nous allons voir les différents niveaux de communication dans le couple. Et ces différents niveaux de communication vont vous permettre d'identifier à quel niveau se trouve votre couple, ou bien à quel niveau votre couple communique le plus, et comment faire pour aller dans les niveaux supérieurs. Et si on n'a pas le temps dimanche également, nous aurons l'occasion d'en parler. Amen. Alors, nous allons commencer avec ce passage de Genèse 11 que vous connaissez très bien, les 8 premiers versets. Genèse 11 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La tour de Babel, Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue.
les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa l'un de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. 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 Alors, c'est un passage que nous connaissons tous qui parle de la tour de Babel. Et Dieu avait un projet, Dieu a créé l'homme, il avait un projet. Il a demandé à l'homme d'être fécond, de remplir toute la terre. Et dans leur progression, après le déluge, conduit par le grand chef Nimrod, ce groupe va s'asseoir quelque part et va refuser de progresser comme Dieu veut. Et ils sont dans un projet qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais ce qui est marquant dans ce passage, c'est que Dieu va s'arrêter à un moment donné pour dire, ce peuple-là, si on ne fait rien, leur projet va réussir. Quoique ce projet ne soit pas dans la volonté de Dieu, ce projet va réussir. Et nous voyons là que ce peuple a utilisé la puissance de la communication. Et ce soir, si nous voulons parler de la communication, c'est à juste titre. Et je bénis le Seigneur pour ce choix. Parce que, comme on l'a dit dans notre livre, la communication est au couple comme le sang à la vie. C'est-à-dire, autant le sang est important, la circulation sanguine est importante pour la survie d'un être humain, de la même manière, la communication est importante pour la survie du couple. Le couple qui arrêtera de communiquer, arrêtera également de vivre. Ils seront désormais des colocataires. Vous avez déjà connu cette expression de colocation, n'est-ce pas? Donc, quand vous êtes vous êtes un couple qui ne communique pas, vous êtes, pour nous avons l'habitude de les appeler des colocataires. Vous avez deux personnes qui sont dans la même maison, qui partagent parfois certains éléments de la maison, mais qui n'ont rien en commun. Mais on ne peut pas bâtir un couple si on ne fait pas asseoir une bonne communication. Amen. Et donc c'est important de parler de la communication et on bénit le Seigneur pour ce choix. Et ici, nous voyons que ces hommes-là, la Bible dit que dans le verset 3, ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. C'est le symbole de la communication. Je parle et il parle. On se dit des choses. On se partage la vision. Et la vision ici, c'était de construire la tour et que cette tour-là soit tellement haute. Et comme ils le disent, on veut se faire un nom. On veut construire une tour forte, ainsi de suite. Et donc, le problème dans beaucoup de couples, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle et l'autre écoute. Il ne se dit pas l'un à l'autre. On a l'impression que la communication est unisens. Et lorsque c'est le cas, vous avez du mal à asseoir une bonne communication. Notez ceci, c'est que vous vous taisez ou que vous parlez, vous communiquez. Le silence est une forme de communication. Amen. Mais la question, est-ce que c'est une bonne communication? Et donc, la plupart d'entre nous, nous communiquons dans nos foyers. Et nous allons peut-être en parler ce soir sur les niveaux de communication. Nous communiquons, mais la vraie question, est-ce que nous communiquons de la bonne façon? Est-ce que nous avons une bonne communication qui atteint les objectifs du couple? Et nous allons en parler tout à l'heure. Donc, ce peuple-là, la Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre. Or, si le couple peut commencer à se dire des choses l'un à l'autre, si madame et monsieur peuvent commencer à se dire des choses l'un à l'autre, ça sera intéressant dans le foyer, ça sera passionnant, ça sera encore plus puissant votre relation. Le problème, c'est que monsieur, tu dis seulement des choses et l'autre doit écouter. Amen. Ils se dirent l'un à l'autre. Il y a d'autres qui parlent et qui obligent les autres à écouter. Et il dit, quand un homme parle, on se tait. La femme écoute et on avance. Alléluia. Cela ne favorise pas une bonne communication. La deuxième chose que nous voyons dans ce passage, c'est qu'ils ont dit quelque chose. Allons, faisons, bâtissons, formons
Donc, nous voyons l'utilisation d'un pluriel, d'un nous, au lieu du je. Alléluia. L'un des grands problèmes dans nos couples, c'est qu'on utilise trop de je. Je dois construire ça, je dois faire ça. Et on a l'impression que le couple tourne autour de monsieur ou de madame seul. Le problème est que vous ne vous accordez pas comme ce peuple-là. En disant nous allons, bâtissons, donnons-nous un nom, c'est une forme d'accord qu'ils se donnent. Et vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est la puissance qui se trouve dans l'accord? Alléluia. La Bible dit que Dieu va dire à la fin, vers la fin du 6e verset, il dit, tout ce qu'ils auraient projeté là, rien ne pourra les arrêter. Parce qu'ils se sont mis d'accord. Ça sera l'objectif de la communication. La communication ne sera pas juste pour lancer des mots, pour partager des faits. Mais la communication dans un couple aura pour objectif d'arriver à un accord, d'arriver à l'unité du couple. Alléluia. Quel est l'objectif de la communication dans le couple? Notez simplement que c'est d'arriver à un accord, à l'unité du couple. Et donc, ça veut dire que si nous devons communiquer, nous devons veiller à ce que nous partageons, ce que nous donnons comme information ou sentiments et autres, que nous véhiculons au travers de cette communication, est pour objectif de nous mettre d'accord et de réaliser ensemble des choses. Alléluia. Alléluia. Lorsque le couple comprend l'importance de la communication, pour arriver à ce but de se mettre d'accord, la Bible dit, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle était la vision de votre couple? Quels sont vos projets? Si vous pouvez asseoir une bonne communication entre vous, une communication qui vous conduit à vous mettre d'accord, la puissance de Dieu se manifeste au travers de votre accord. Alléluia. La Bible dit ici 2 personnes, et ça je le lis dans Matthieu, il dit si 2 personnes, Matthieu 18, le verset 19, si, je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Quelle est votre prière depuis des années? La question, est-ce que vous vous êtes accordé dessus? On peut partager l'information, mais est-ce que vous êtes arrivé à un accord? Je me rappelle, lorsque nous étions dans les fiançailles, j'ai commencé à travailler dans une entreprise. Et dans cette entreprise, on me payait 25 000. On commence à voir déjà 25 000 comme salaire. Et c'était vraiment, ça permettait à peine d'assurer mes déplacements pour aller au travail. Et quelque temps après avoir vu mes performances, ils ont augmenté. Je suis maintenant payé à 50 000. Mais j'ai eu un problème dans le service où mon supérieur m'accuse à tort des choses que lui-même il fait. Et donc, il présente comme si c'est moi qui l'ai fait devant le grand superviseur pour juste me créer des problèmes. Et donc, je l'ai partagé avec ma fiancée à l'époque. Et elle a dit une chose, on va prier, tu vas quitter là. Ah frère, il y a longtemps que je cherchais du travail. J'avais eu ça là. C'est vrai que ce n'est pas bien payé, mais mon intention n'était pas vraiment de quitter, quoi. Elle dit, tu vas quitter là-bas. J'ai dit, bon, d'accord. Et j'ai accepté ça dans mon cœur. J'ai dit, ok, il faut que je quitte. Et lorsqu'on a prié ensemble, je vous assure que des semaines qui ont suivi, dans une entreprise, dans une banque où j'ai déposé depuis 1 année et demie, cette banque-là nous a appelés pour faire un test. Alléluia. La puissance dans l'accord. Et lorsque dans cette nouvelle banque où j'ai été recruté, j'ai commencé à travailler même les samedis soirs. J'étais responsable du groupe de louanges, mais je dois travailler les samedis soirs. Impossible d'être avec mon équipe. Parfois même le dimanche, on me demande de travailler. Elle a dit, on va prier, tu vas quitter là. J'ai dit, quand même, madame.
C'est ça qui nous nourrit. Il dit, on va prier, tu vas quitter là. Frère, je suis arrivé à me mettre d'accord avec elle. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, et là où je travaille aujourd'hui, nous n'avons même pas écrit j'ai l'honneur. Je n'ai pas écrit j'ai l'honneur. C'est la société, c'est la banque qui a, j'avais publié mon CV quelque part, qu'ils ont pris et nous ont contactés. Ça veut dire que si le couple peut s'accorder, le ciel se mobilise. Alléluia. Le ciel se mobilise. Les anges se lèvent. Ils disent, ah, il y a deux personnes. Dieu dit, il y a deux personnes sur la terre qui sont d'accord sur quelque chose. Allons voir ce sur quoi ils sont d'accord. Si c'est dans ma volonté, il n'y a rien à faire. Alléluia. Madame, monsieur, si vous pouvez vous mettre d'accord, la Bible dit, Dieu l'a dit, rien ne fera obstacle à vos projets. Souvent, on partage des projets. On a l'impression que c'est un projet du couple. Mais en réalité, on sent que c'est quelqu'un qui le conduit. C'est juste lui ou elle. Et l'autre suit. Vous n'êtes pas encore d'accord. Mais si vous pouvez travailler, communiquer davantage, partager les différents niveaux dans la communication qui vous permettent de pouvoir vous mettre d'accord, rien ne pourra faire obstacle à vos prières. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Est-ce que vous voulez aussi améliorer la communication dans votre relation, dans vos couples? Amen. Et ce dont nous allons parler, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ça leur sert également parce que ça vous donne les prérequis, ça vous donne les bases qu'il faut lorsque vous rentrez dans une relation. Amen. Et Dieu va faire quelque chose dans ce passage. Nous voyons que pour empêcher ce projet qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne va pas utiliser une tempête qui va ébranler la tour, qui va faire écrouler la tour. Dieu pouvait le faire, n'est-ce pas? Dieu pouvait utiliser des lions qui allaient sortir de la brousse et les pourchasser. Mais Dieu savait une chose. Parce qu'ils ont le même langage, parce qu'ils communiquent et ils se mettent d'accord. Même si on fait écrouler leur tour, ils vont se mettre d'accord encore un autre jour pour réaliser la chose. Le seul moyen pour Dieu d'arriver à arrêter ce projet-là, c'est de briser leur communication. Amen. Et c'est la même stratégie que le diable utilise. Le diable, c'est quelqu'un qui copie ce que Dieu fait. Et lui, il le copie pour l'utiliser dans le mal. Et donc, qu'est-ce que le diable fait? Il connaît la puissance que votre couple a. J'ai l'habitude de dire que si Jésus, le Fils de Dieu, vient sur cette terre, n'accomplit pas son premier miracle dans une synagogue, mais l'accomplit dans un mariage, c'est que le ciel a une importance qu'il accorde au mariage. C'est pourquoi l'apôtre Paul va le dire dans Ephésiens 5, le verset 32. Il dit, le mariage, c'est un mystère. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Le premier cadre qui permet à l'enfant de connaître Dieu et de comprendre la relation qui existe entre Dieu et les hommes, c'est la famille, c'est le couple. Et si le couple comprend sa puissance, son rôle dans la société, dans l'Église, alors on aura une Église encore plus forte. Et la clé, c'est la communication. Et comme on le dit, le diable va utiliser la stratégie de confondre vos langues. Or, peut-être que ce soir, vous êtes là ce soir et que vos langues sont confondues. On a l'impression dans le couple que tu parles chinois, l'autre parle français. On se parle, mais on a l'impression qu'on ne se comprend pas. On n'est pas au même niveau. Voilà, il y a beaucoup de problèmes dans la communication. Parfois également, le diable utilise cette stratégie pour briser l'unité du couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous laissons le diable ou si nous nous laissons nous-mêmes détruire notre communication, qui est un outil d'unité et d'accord dans notre foyer, nous laissons la porte ouverte à la destruction. Nous laissons la porte ouverte à tout ce que nous pouvons connaître aujourd'hui dans les couples contemporains. Les difficultés, on ne se sent plus aimé dans la relation, on se sent rejeté, on a l'impression que le couple ne vit pas, on n'arrive pas à progresser dans les projets, et tout ça parce que nous avons brisé un lien
qui est la communication. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons alors rétablir la communication, nous devons comprendre que le dialogue de sourds que le diable veut instaurer dans votre couple, dans votre relation, vous devez y mettre fin très rapidement. Amen. Amen. Le diable a sa stratégie. Dieu a entraîné un dialogue de sourds entre eux. Pendant que l'autre parle, il parle en mina, ma langue. L'autre comprend comme en baoulé. Et donc, c'est un dialogue de sourds. Amen. Le dialogue de sourds, c'est quoi? C'est un dialogue, c'est une communication où on discute, mais les deux interlocuteurs ont l'impression qu'ils ne se comprennent pas, qu'ils ne s'écoutent pas. OK? Et donc, la stratégie du diable dans les couples contemporains aujourd'hui, c'est d'installer un dialogue de sourds entre vous. Et une fois qu'il aura réussi d'installer le dialogue de sourds, alors la communication est brisée. Vous n'avez plus de puissance. Mais la Bible dit, si vous pouvez revenir et vous accorder, alléluia. Et je prie que pendant que nous allons passer ce temps ensemble, que le Seigneur vous donne la clé de pouvoir vous accorder au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous donne d'ouvrir vos yeux sur ce qui constitue le problème dans votre couple et que vous arrivez à trouver la solution. Amen. Alors, quels sont les outils, quelles sont les choses que le diable utilise ou qui sont utilisées comme des tueurs de communication pour entraîner le dialogue de sourds dans le couple? Et donc, nous allons parler très rapidement d'un certain nombre de tueurs, je les appelle les tueurs de communication dans le couple, ou les obstacles à la communication dans le couple, de telle sorte que, en parlant de ces choses, vous puissiez identifier quels sont les problèmes de notre couple en matière de communication. Ou si vous n'êtes pas encore marié, quelles sont mes prédispositions à une bonne ou une mauvaise communication? Amen. Amen. Et comme le pasteur l'a dit à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler ou à poser la question. Alors, le premier obstacle, le premier tueur de communication, c'est la différence maltraitée entre l'homme et la femme. Je suis un homme, elle est une femme. Et parce que Dieu nous a créés différemment, nous avons différentes manières de communiquer. Nous avons différentes manières d'aborder la communication. La Bible dit que Dieu a vu que Adam, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Mais Dieu n'a pas cloné Adam. Dieu n'a pas fait un Adam bis. Mais Dieu a décidé de faire une femme qui est de l'espèce d'Adam. Et ça, on va en parler. De la même nature que Adam. Donc, cela pose les bases déjà d'une bonne communication. Parce qu'on est de même nature, de même espèce, on peut communiquer. Mais on est différents. Parce qu'elle est une femme et je suis un homme. Adam est un homme et Ève est une femme. Et donc, de leur différence, Dieu s'attend justement que les deux puissent travailler à être d'accord. Et c'est à partir du moment où les deux arrivent à être d'accord que la puissance que Dieu donne à un couple se révèle dans leur mariage. Mais lorsque cette différence est mal abordée, mal traitée, cela constitue la première base de difficulté dans la communication. Je disais tout à l'heure que nous sommes de même espèce. Si vous mettez plusieurs animaux dans cette salle ce soir, les chats vont comprendre les chats. Les lions vont comprendre le langage des lions, même s'ils ne comprennent pas le langage des éléphants. Ils vont comprendre le langage des lions. Parce que quoi? Ils sont de même espèce. Alléluia. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle est que nous sommes de même nature et nous avons la capacité intrinsèque de nous comprendre. Nous avons la capacité intrinsèque de communiquer et de pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Alléluia. Quelles que soient vos différences, Dieu vous a créé de même nature. Monsieur et madame, vous êtes de même espèce, alors vous pouvez communiquer. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen.
Mais il y a quand même une différence entre nous. Et c'est là où nous devons aborder, mieux traiter cette différence-là pour que nous soyons totalement complets et avoir une meilleure communication. Le problème se trouve généralement où? Le problème se trouve du moment où l'homme communique avec sa femme comme on communique avec un homme. Et la femme communique avec son mari comme on communique avec ses copines. Et là commencent déjà les difficultés de communication. Je vais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre ce dont je suis en train de parler. Il y a déjà dans leur manière, dans la motivation qui conduisent à la communication, c'est-à-dire pourquoi la femme communique et pourquoi l'homme communique, ce n'est pas forcément la même chose. Un exemple. La femme communique pour exprimer des sentiments. Elle veut parler à son mari, elle veut parler à son partenaire pour lui montrer ce qu'elle ressent, ce qu'elle a ressenti dans la journée. Voilà, elle partage ce qu'elle a, ses ressentis et tout ça pour exprimer ses sentiments. Pendant qu'en ce moment-là, l'homme, lui, il communique pour régler un problème. Donc lorsque les deux arrivent le soir à la maison, lorsque madame veut parler, pour voilà, partager ses sentiments, ce qu'elle a ressenti dans la journée, elle commence à raconter. Et lorsque ma soeur m'a appelé, voilà ce qu'elle a dit. Mais le monsieur ne trouve aucun problème à régler. Il se pose, mais pourquoi on communique? Tout ça là, j'ai fait quoi avec? Et à un moment donné, voilà, il ne veut même pas entendre, il ne veut pas communiquer, il veut pas, et il a l'impression que la femme lui perd le temps, en quelque sorte. Et la femme, parce qu'elle veut partager ses sentiments, elle se trouve frustrée. Parce qu'elle voulait partager ce qu'elle ressent, son ressenti. Mais l'homme n'y trouve pas, voilà, on ne communique pas forcément pour lui, pas forcément pour partager des sentiments, mais pour régler un problème. C'est pourquoi c'est facile lorsque vous voyez deux hommes se mettre dans une salle. Imaginez, regardez rapidement écoutez rapidement leur communication, les éléments qu'ils échangent. Vous allez voir qu'ils parlent d'un problème. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Ok, dans ça, comment tu as réglé? C'est ça leur but. Ils sont toujours comme ça. La performance, ils sont mus par la performance. Par exemple, si j'avais fait le voyage de Dakar à Thiès avec un homme, on allait commencer à parler. Bon, tu as fait combien de temps en route? Oui, pasteur. Tu as fait combien de temps? Oui, wow, moi j'ai fait 1 heure. Oh non, mais la dernière fois, moi j'ai fait moins d'1 heure. Tu vois, et on est tout le temps en train de parler performance entre nous. Mais lorsqu'on se rencontre avec une femme, on veut communiquer dans ce même registre. Mais la femme ne communique pas pour partager des performances. Tu as fait 1 heure, ce n'est pas son problème. Mais est-ce que le voyage a été agréable? Qu'est-ce que tu as vu sur la route? Il y avait de belles voitures. Tu as vu une voiture rouge. Tu te rappelles quand on était sur la route, il y avait une belle voiture rouge. Toi, tu étais occupé à la performance. Parce que tu sais que quand tu vas rencontrer Olympe la prochaine fois, tu vas lui demander que j'ai fait Dakar-Thiès à 50 minutes. Alléluia. Et donc, sur ce plan déjà, on a des différences. Monsieur veut communiquer avec madame pour régler des problèmes, alors que madame communique pour partager des sentiments. En termes de motivation également, l'homme, souvent lorsque l'homme veut parler, l'homme parle pour partager une information. Il veut donner une information. Pendant que la femme, elle, c'est parfois juste pour, voilà, parler, comme on dit. Elle parle pour parler. Elle veut parler pour parler. Parce qu'elle conçoit mal qu'on puisse rester et ne pas parler. N'est-ce pas les femmes? Il faut parler utile. Les hommes disent qu'il faut parler utile. Alors que les femmes, même s'il n'y a pas utile, il faut parler. Et du coup, l'homme est frustré parce qu'elle a l'impression qu'on lui perd du temps. Et la femme aussi est frustrée. Et tout le monde est frustré de bonne foi. Alléluia. La femme parle pour améliorer la relation. C'est son objectif. Parce que pour elle, quand nous parlons, notre relation s'améliore.
Ou bien? Mhm. Alors que les hommes, pour eux, une fois que je t'ai dit je t'aime, notre relation est là. Ça ne diminue pas. C'est là, même ça grandit parce que chaque jour je sors, je vais chercher l'argent, je viens, je nourris ma famille. Et voilà, la relation est là. Mais la femme, tu peux tout faire, tu peux tout donner, mais si tu ne communiques pas avec elle, elle va te demander un jour, je ne suis pas un bois dans la maison. Amen. Et donc, dans cette différence déjà, on peut commencer à avoir des difficultés dans notre manière de communiquer. Il peut arriver à un homme de ne pas vouloir parler. Il n'a pas envie de parler. Ou bien il est dans ce que j'appelle généralement sa caverne. Il est dans sa bulle. Et généralement, c'est lorsqu'il a des problèmes. Parce qu'un homme, on va le voir, lorsqu'il veut parler, c'est qu'il a déjà réfléchi normalement à son problème et il a déjà quelques idées avant de commencer à parler. Mais la femme peut commencer à parler même si elle n'a aucune idée de l'issue à donner au problème qui se passe. Donc elle parle, elle veut exposer le problème. Alors que les hommes, généralement, ils prennent le temps parfois de réfléchir d'abord. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Amen. Oui, vas-y. Et les hommes disent, va droit au but, va droit au but. Et la fin c'est quoi? C'est comme ça les hommes fonctionnent avec les femmes. Quand elles sont longues dans leur causerie, ils disent, mais et la fin? Oui. Mais il faut, va droit au but, mais il a dit quoi? Amen. Et donc, les femmes ont du mal à comprendre qu'un homme peut arriver et puis il n'a pas envie de parler. Et que cela ce n'est pas parce qu'il y a un problème. Hein. Si elle n'a pas envie de parler, ce n'est pas parce que vous êtes impalable. Mais la femme, tu ne parles pas, il y a un problème. Pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi tu ne veux pas partager ce souci avec moi? Pour elle, parce que tu ne veux pas partager ça avec elle en ce moment-là, c'est qu'il y a un problème. C'est juste une question de différence. Parce que ça arrive à un homme, et les femmes, vous devez le comprendre, ça peut arriver à un homme de vouloir ne pas parler juste pour un temps. Le temps pour lui de se retrouver dans son esprit pour pouvoir mieux communiquer. Parce que lorsque lui veut communiquer, il veut arriver à trouver une solution. Il veut arriver à la fin à ce qu'on puisse déduire une conclusion. Amen. Donc, il faut que la femme commence déjà à se dire, ok, lorsque je parle avec mon mari, il faut que j'intègre cette dimension des hommes. Les hommes sont comme ça, ce n'est pas mon mari qui est bizarre. Un jour, on était à une sortie des couples. Et lorsque chaque couple commençait à exposer ces genres de situations qu'ils vivent, il y a un couple qui a levé la main et dit, waouh, merci beaucoup. Parce que cette sortie m'a permis de comprendre que ce n'est pas ma femme qui est bizarre. Vous savez, lorsque les choses ne vont pas comme vous le pensez, comme vous l'imaginez, on a l'impression que c'est votre partenaire qui est bizarre. Soit il ne m'aime pas. Et souvent, les femmes sont des convertisseurs d'amour. Elles traduisent tout en amour. Tu ne lui parles pas, c'est que tu ne l'aimes plus. Mais ça n'a rien à voir. L'homme, pour lui, ça n'a rien à voir. Je t'aime et je te le prouve, mais elle convertit tout en amour. Tu es venu à la maison aujourd'hui, tu ne m'as pas regardé comme hier, ça veut dire que l'amour a diminué. Alléluia. Un jour, j'étais au bureau et il y a une de mes collègues qui est venue presque avec les larmes aux yeux. Elle disait que vraiment, ça ne va pas dans son couple. Et j'étais dans un service où je faisais les prêts au personnel. Donc elle dit, vraiment, trouve-moi une solution, il faut que je prenne un prêt. Je vais aller construire une maison. Parce que quand ça commence comme ça, c'est que l'homme, il va me tromper. C'est tellement qu'il est en train de me tromper. Il va un jour me dire qu'il a une autre femme. Donc il faut que je m'apprête déjà à construire ma maison quelque part. J'étais en train d'écouter la dame. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que je ne peux pas rentrer dans ton couple, mais est-ce que tu veux m'en parler? Elle dit, oui, mais c'est vous les hommes, c'est comme ça, vous êtes. Ça fait longtemps, il vient à la maison, il ne me parle pas, ou bien il me parle à peine. Et certainement, c'est qu'il a déjà une autre personne dehors, ainsi de suite. Et elle a commencé déjà à imaginer tout le scénario
allant à la fin de leur couple, juste parce que le monsieur, en ce moment précis, ne parle pas. Donc les hommes, faisons l'effort de parler. Sinon, nous allons envoyer nos femmes très loin. Et cette dame a commencé à imaginer tout. Et j'étais obligé de lui dire, est-ce que tu peux comprendre que peut-être que ton mari est en train de traverser un problème, il a du mal à s'exprimer. Non. J'ai dit, bon, fais quelque chose ce soir, ce midi, appelle-le et programme un déjeuner ensemble. Et exprime à ton mari combien tu l'aimes et combien tu aimes lorsque vous partagez tous vos soucis, ainsi de suite. Il dit, non, je ne vais pas le faire. C'est à lui de me parler. Et ça, c'est souvent l'orgueil, on va le voir. Et c'est ça qui tue également la communication dans le couple. Je ne veux pas, c'est à lui de revenir. Je dis, fais-le. Après, s'il n'y a pas de résultat, tu me dis. Et donc, elle a envoyé un SMS à son mari très rapidement. Est-ce que je peux déjeuner avec toi ce midi? Dès qu'elle a envoyé le message, quelques secondes après, son mari a pris son téléphone, il a appelé. Oui chérie, moi-même je viens te chercher. Moi-même je paie le restaurant. Je fais tout. On va discuter. Je veux vraiment discuter avec toi. En fait, il cherchait l'occasion de partager avec sa femme. Mais il a comme l'impression, c'est comme s'il y a quelque chose qui le bloquait. Donc ce midi, madame est partie, cette sœur est partie, collègue est partie. Et lorsqu'elle est revenue, elle était toute souriante. Ah, monsieur Todro, tu m'as sauvé la vie. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, en fait, il avait des soucis au bureau. Il y avait telle situation. Elle avait expliqué plein de situations qui faisaient que le mari avait du mal à vouloir parler. Et le premier jour, quand le mari est venu, il n'arrivait pas à parler, la femme s'est fâchée. Donc, elle aussi, elle ne parlait plus à son mari. Donc, les jours se sont enchaînés comme ça. Et c'est suite à ces jours qu'elle a fait sa conclusion. Donc, vous voyez. Donc, ça veut dire que le manque de communication, juste parce qu'on ne comprend pas la mentalité de l'homme et de la femme, peut aller très loin. Amen. Et le jour-là, l'homme a dit, il a dit à son mari, ah, vraiment, moi, j'avais eu peur. Et voilà, j'ai commencé à avoir des idées. J'ai voulu même acheter un terrain, tout ça. Il dit, non, laisse. Moi, mais je te donne 3 millions. Tu vas acheter un terrain au pays. L'homme a décidé, sans qu'elle n'ait de prêt, juste parce qu'ils ont arrangé leur communication, l'homme a donné 3 millions à sa femme pour aller acheter un terrain au pays. Ils étaient des Béninois. Amen. Alors, l'autre différence que les hommes et les femmes ont, c'est que les hommes aiment être précis et directs, pendant que les femmes sont souvent indirectes dans leurs propos. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Imaginez que ma femme est, comment on appelle, elle est la dernière personne à sortir à rentrer dans la chambre. Donc elle était au salon, ainsi de suite. Donc elle est la dernière personne à rentrer et moi je suis dans la chambre. Donc c'est elle qui est venue. Donc elle me demande, chérie, est-ce que la porte du salon est fermée? Je dis, mais attends, pour nous, un homme, dans notre monde masculin, j'allais lui poser la question, mais c'est toi qui viens de là-bas? Moi, je suis ici, toi, tu étais là-bas. Si c'est fermé, c'est toi de savoir. N'est-ce pas? Mais pourquoi tu me poses la question? C'est à toi de savoir. Mais parce que j'ai compris et j'ai appris que les femmes sont souvent indirectes, j'essaie de le mettre rapidement dans un traducteur Google pour comprendre le langage qu'elle veut m'exprimer. En fait, ce qu'elle veut dire, les hommes, je vais vous aider, c'est qu'elle veut dire, chérie, est-ce que tu peux aller fermer la salle du salon? Je ne l'ai pas fermée avant de rentrer. C'est ce qu'elle veut dire là. Les hommes disent non. Mais c'est ça. Donc, les femmes vont être indirectes pendant que les hommes sont très directs. Et souvent, ça va créer des conflits inutiles. Et la femme aura l'impression d'avoir exprimé ce qu'elle veut dire à son mari. Le mari dit, mais tu ne m'as pas dit ça, tu ne m'as jamais dit ça. Et l'homme va rester sur les faits. Tu m'as dit exactement la phrase là, 1, 2, 3. Il va réciter exactement ta phrase. Alors que voilà, la femme voulait juste contourner et de ne pas être directe. Des fois, la femme, elle a envie de quelque chose. Par exemple, sur la route, elle a vu les pastèques qui sont bien vertes, jolies.
Elle va dire, ah, les pastèques sont jolies. Bon, la phrase s'arrête là. Et comme moi aussi, je ne veux pas sortir l'argent, je dis oui, c'est joli. J'ai compris, hein, mais je dis oui, c'est joli. Alors que ce qu'elle veut dire, dans son langage de femme, c'est, est-ce qu'on peut s'arrêter, chérie, pour acheter ça? Ça me ferait plaisir. Et vous allez voir que entre elles, ça passe vite. Hein. Une fois qu'elle dira à sa copine, ah, les pastèques, elles sont jolies. Ah bon? Ok, allons voir. Les deux vont rapidement aller commencer à toucher. Et s'il doit décider d'acheter, ils vont acheter. Juste parce qu'on est différents. Amen. Je pense que Dieu va commencer à vous aider à enlever certains blocages dans vos têtes. À comprendre que ce n'est pas parce que les choses sont bizarres, ce n'est pas parce que l'autre est mauvais, mais c'est parce qu'il y a juste cette différence que nous devons intégrer désormais dans notre manière de communiquer. Je sais que je ne communique pas avec une femme, avec un homme plutôt, parce que je suis homme. Donc, je communique dans son mode. Et ça nous facilitera la tâche. Amen. Alors, une autre différence, c'est que les femmes aiment aller dans le détail. Comme ma femme l'a dit tout à l'heure, dans le détail. Elle va vous dire la robe que la personne a portée le jour-là, avant de monter sur la chaire, lorsque le pasteur prêchait, et que tu te rappelles que le pasteur avait porté un habit noir. J'ai dit, mais tout ça, ça sert. Le message, c'est quoi? Et souvent, quand c'est comme ça, les hommes ont l'habitude de dire à leur mari, va droit au but. À leur femme plutôt, va droit au but. N'est-ce pas? Va droit au but. Parce que justement, nous, les hommes, on aime lorsque c'est condensé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, madame, si tu parles avec ton mari, il faut savoir que tu ne parles pas à une copine. Tu ne parles pas à une de tes sœurs. Donc, apprends à être condensé. Apprends à être précis, surtout lorsque vous devez parler des sujets importants. Lorsque vous devez aborder les sujets importants, tu sais que je communique avec un homme, il a besoin de l'information essentielle. Donne d'abord l'information, après si tu veux divaguer, si tu veux aller de gauche à droite, tu peux y aller. Et donc, lorsque tu l'intègres, ça facilite la communication. Amen. Et pour l'homme également, lorsque tu communiques avec ta femme et qu'elle commence à aller dans les détails, il ne faut pas t'énerver. Pardon. Souvent, on s'énerve très vite sur ça. Calme-toi. Dis-toi dans ta tête, ok, c'est une femme. Ok, c'est une femme. Et ça te calme un peu, le temps de l'écouter. Et puis, parfois, de la recentrer plutôt vers l'objectif. Oui, chérie. Oui, merci. Je voulais aussi apporter une petite astuce qu'une de mes amies utilise souvent dans les communications avec son mari. Quand elle communique, souvent nous les femmes, on ne sait pas que vraiment des fois on est on est hors du sujet, on ne sait pas. On ne fait pas attention, on commence comme ça et puis vraiment on va du coq à l'âne, ça se mélange et le monsieur fait sa tête, mais c'est vraiment... Et puis on demande même quel est le lien. Voilà, il n'y a pas le lien. Donc, qu'est-ce que ma soeur là, elle faisait? Des fois, quand elle se rend compte, elle dit, bon, elle voit le visage de son mari, c'est qu'on dirait qu'elle est sortie, donc elle dit, entre parenthèses. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Donc, elle finit, elle dit, je ferme la parenthèse. Donc, on retourne au sujet qu'on avait commencé. Donc, c'est une petite astuce pour ne pas aussi vexer nos maris, nos fiancés, ainsi de suite. Amen. Vous voyez, donc, ça c'est l'aspect qui est le fait que les femmes sautent souvent de coq à l'âne. Excusez-nous l'expression, hein, les femmes. Alors que les hommes sont souvent séquentiels. Un dossier à la fois. Un sujet à la fois. On n'a pas fini de parler de ça. Tu parles de l'autre. Mais quel est le lien en fait? Et lui, dans sa tête, il commence à trouver le lien que tu veux faire entre ceux qui sont en train de discuter et la nouvelle information que tu viens d'apporter. Mais pour la femme, comme on vient de le dire, il n'y a aucun lien. Pendant qu'elle parlait, cette idée-là lui est venue, bon, elle a glissé ça dedans. Voilà, donc il faut apprendre pour la femme à ne pas sauter de coq à l'âne et ça va vous aider à améliorer votre communication. Alors, l'autre élément de différence entre l'homme et la femme, c'est que les hommes aiment s'appuyer sur des faits. Alors que la femme peut ne pas avoir des faits, mais elle est convaincue de la chose.
Et elle ne peut pas te dire exactement pourquoi ça doit être ça. Mais elle sait que c'est ça. Elle dit c'est ça. Tu dis, mais explique. Pourquoi? Tu t'es basé sur quel fait pour dire que c'est comme ça? Elle dit non, il n'y a pas de fait, mais je sais que c'est ça. Et souvent, elle va mettre ça derrière l'intuition féminine. Elle dit, bon, c'est une intuition féminine. C'est nous, Dieu nous a donné un sixième sens. Alléluia. Alors que nous, les hommes, on ne fonctionne pas comme ça. Généralement, tant que tu n'as pas donné les faits, tant que tu n'as pas dit exactement ce qui s'est passé, tu ne peux pas tirer cette conclusion. Mais la femme, en voyant simplement sa sœur de l'église rentrer, elle a observé le visage hier. Elle a observé le visage aujourd'hui. Elle tire sa conclusion et elle est convaincue. C'est ça même qui est compliqué pour les hommes à comprendre. Elle est convaincue que sa conclusion, là, c'est qu'il y a un problème, là, la sœur a un problème contre elle. Son mari dit, mais quel problème? Il dit, non, elle a un problème contre moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais quelque chose. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Non. Non, et quand elle est rentrée là, la manière dont elle m'a regardé, mais la manière dont elle a regardé, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a tiré sa conclusion et elle est convaincue de ça. Et nous les hommes, ça ne passe pas. Souvent, ça ne passe pas. Et du coup, ça crée souvent des difficultés dans la communication. Donc, vous voyez que le drame ici, en fait, c'est quoi? C'est que chacun va essayer de communiquer avec son partenaire pensant qu'il est comme lui. Et c'est là où se trouvent généralement les difficultés qu'on a dans la communication. Et si ce soir, vous pouvez déjà commencer à intégrer cette différence-là, vous verrez beaucoup de choses plus clairement et les choses seront beaucoup plus faciles pour vous. Lorsque vous êtes dans certaines situations et que vous vous sentez frustré, posez-vous la question, est-ce que c'est vrai que dans mon analyse, voilà comment j'aborde la chose, mais est-ce que c'est juste? Alléluia. Quand la Bible dit dans Philippiens 4, le verset 8, la Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, soit ainsi de suite, soit l'objet de vos... Vous savez, la chose peut être vraie, mais elle peut ne pas être juste. Vous pouvez avoir une vérité devant vous, mais elle n'est pas juste. Vous pouvez être convaincu parce que la madame a déposé quelque chose ici. Pour vous, c'est vrai qu'elle veut peut-être vous manquer de respect. Parce que vous lui avez dit hier de ne pas déposer là. Donc pour vous, c'est réel. Si elle a fait, c'est parce qu'elle veut vous manquer du respect. Mais parfois, ça peut ne pas être juste. Si vous n'intégrez pas son histoire, qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui l'a conduit à faire ça? C'est pour ça que souvent par exemple à l'église, je vous donne cet exemple pour vous expliquer. Lorsque quelqu'un vient en retard, ce qui est vrai, c'est qu'il est en retard. N'est-ce pas? Mais est-ce que le fait de penser qu'il a fait exprès d'être en retard, est-ce que c'est juste? Ça peut ne pas être juste lorsque vous ne connaissez pas l'histoire de tout ce que la personne a vécu avant d'arriver à l'église le jour-là. Amen. Donc, lorsqu'on est dans le couple, parfois les choses peuvent vous sembler vraies. Si elle a parlé comme ça, si elle a fait ça comme ça, c'est parce qu'elle veut, ainsi de suite. Parce que tu es dans ton mode homme masculin ou mode féminin. Il faut switcher. Il faut cliquer sur mode féminin. Tu vas voir que parfois ce que tu penses vrai n'est pas forcément juste. Alléluia. Et vous allez commencer à atténuer la colère, les ressentiments qu'on a derrière, plutôt dans la communication. Donc, nous voyons que déjà le fait que nous sommes différents peut être des obstacles que le diable va utiliser pour amplifier les difficultés de communication. Le deuxième blocage ou le deuxième tueur de communication, ce sont nos différences culturelles. Viennent ajouter à notre différence déjà de sexe, la différence culturelle ou la différence éducationnelle. On a reçu des éducations différentes. On est de cultures différentes. Et cela va entraîner parfois des difficultés dans la communication. Vous savez, dans nos cultures, par exemple, lorsque on veut saluer un grand, on ne lui tend pas la main. N'est-ce pas? On ne lui tend pas la main. Mais choc
mon choc a été grand lorsque je suis venu pour la première fois ici au Sénégal. Un enfant dans la rue me voit, petit, il me tend la main. Ça va? Et puis il me demande, ça va? Oh là 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 là. Dans ma culture, je te gifle. Et je t'apprends qu'on ne demande pas à son grand, ça va. Alors que ici, dans la culture, c'est plutôt ce qui est enseigné. Un enfant qui vient de l'école, on lui dit, il tend la main à tout le monde à la maison. Amen. Et donc, cette différence culturelle déjà peut être un sujet de dispute. Transposez-le dans la communication. Il y a dans certaines cultures, quand tu parles à quelqu'un, pour lui montrer le signe que tu l'écoutes, on le regarde dans les yeux. Mais dans d'autres cultures, tu me regardes dans les yeux, c'est un affront, c'est un manque de respect. Tu baisses la tête. Donc, lorsque vous êtes de ces différentes cultures, vous n'avez pas intégré cette différence culturelle-là. Pendant que monsieur parle et madame le regarde dans les yeux, dit, mais ma femme est impolie. Moi, je parle, elle me fixe dans les yeux, comme un affront. Et du coup, lui, il a du mal à communiquer avec sa femme. Ma femme ne respecte pas, ma femme est impolie, ainsi de suite. Et donc, voilà, il faut commencer à identifier vos cultures. Quelle est la manière de communiquer? Quelle est la conception que vous avez dans chaque culture? Est-ce que c'est la même chose? Si ce n'est pas la même chose, vous devez déjà commencer à vous ajuster. Et la meilleure manière de vous ajuster, c'est de converger vers la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Galates 3, je pense le verset 28, qui dit, en Christ, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. L'objectif, c'est de converger vers ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. Et tant que la parole de Dieu vous donne les solutions à vos différences culturelles, convergez vers cette manière de voir et vous allez voir que votre communication sera améliorée. Le troisième tueur, c'est des attitudes qu'on a. Et je vais en citer. Nous avons parfois des attitudes qui constituent des tueurs de communication. Dans ces attitudes-là, je peux citer l'égocentrisme. L'égocentrisme, en fait, c'est le fait de toujours chercher à avoir raison. On a l'impression que la relation tourne autour de madame. Je suis un homme, donc j'essaie de protéger les hommes d'abord. Elle veut toujours avoir raison. C'est son intérêt qui doit passer. Lorsque vous laissez l'égocentrisme rentrer dans votre relation, vous allez finir par tuer la communication. Parce qu'à un moment donné, l'autre va se sentir découragé. Dans tous les cas, si on commence à parler, c'est toujours ce qu'il pense là qui va passer. C'est toujours lui qui a raison. Et donc, comme c'est lui qui a toujours raison, bon, ce que tu dis là, c'est bon. Alléluia. Là, vous ne vous mettez pas d'accord comme ce peuple. Vous ne vous mettez pas d'accord sur la terre. Et c'est pour ça que vous arrivez à prier. Parfois, vous n'avez pas d'exaucement à vos prières. Alléluia. La Bible nous demande d'enlever toute forme d'égocentrisme de nos cœurs. Romains 12, le verset 3. Il dit de ne pas avoir une haute estime de nous-mêmes. Et de ne pas nous voir supérieurs à notre femme ou à notre mari. Ce conseil n'est pas seulement pour les frères, mais ça concerne également ton couple. Il ne faut pas penser que parce que tu es l'homme, que c'est toi seul qui dois avoir raison. Alléluia. Et donc, il ne faut pas avoir une trop haute estime de toi, mais que l'humilité nous fasse considérer les autres. Alléluia. Tu dois commencer à considérer les propos, les opinions de ta femme ou de ton mari. L'autre attitude qui est dangereuse, c'est l'orgueil. L'orgueil pousse souvent, l'orgueil et l'égocentrisme sont très proches. Celui qui est égocentrique va avoir aussi la tendance d'être orgueilleux. Et l'orgueilleux est souvent égocentrique. L'orgueilleux, c'est celui qui se donne une valeur qu'il n'a pas. Il se voit supérieur à tout le monde. Alléluia. Et donc, il se croit intelligent parce qu'il a fait bac plus 5 et que madame s'est arrêtée à bac plus 2. Donc, voilà, il est plus intelligent. Je me rappelle la dernière fois, il y a un couple qui m'exposait un problème. Il dit, en fait, la femme est légèrement âgée, légèrement plus âgée que l'homme. Et l'homme dit que lorsqu'on commence à parler et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, la femme dit, je suis ta grande sœur.
Et ça, c'est un problème. Alléluia. Alléluia. On ne rentre pas dans le foyer parce qu'on a épousé sa petite soeur ou son grand frère ou sa petite soeur. Non. Dès que tu décides de la prendre comme femme, c'est que tu mets l'âge de côté. Il est sa femme, il est ton mari. Et c'est le principe de Dieu qui commence à s'appliquer. L'homme est le chef, la femme joue le rôle d'influence. Amen. Amen. Peut-être si on nous donne l'occasion un autre jour, on va parler des rôles de l'homme et de la femme, on verra. Une autre attitude qui est très dangereuse, c'est la manipulation. Et souvent, les femmes utilisent la manipulation lorsqu'elles ne veulent pas aborder un sujet ou lorsqu'elles entrevoient déjà leur tort. Elle va commencer à pleurer. On dirait que ça parle aux femmes ce soir. Elle va commencer à pleurer. Et là, elle sait que son mari n'aime pas les pleurs. C'est de la manipulation parfois. Parfois, elle pleure réellement. Et je ne dis pas que toutes les pleurs sont des manipulations. Mais parfois, faites attention de ne pas tomber dans la manipulation. Parce que ce que ça entraîne, c'est que vous n'arrivez pas au bout de la discussion. Vous ne réglez pas le problème. Le problème n'est pas réglé, c'est elle là. Et vous savez, un problème qui n'est pas réglé, c'est comme si vous avez mis de l'œuf pourri dans une boîte que vous avez déposé dans votre chambre. Un seul jour, vous allez ouvrir la boîte là. Et quand vous ouvrez la boîte là, la chambre devient invivable. Et on commence à ouvrir les fenêtres. Et vous savez ce que ça veut dire dans le couple? On commence à sortir. Le monsieur commence à ne pas trouver d'intérêt de rentrer tôt. Il va trouver des excuses pour dire, il y a du boulot, je dois rentrer à 23 heures. Histoire de rentrer et que madame dort déjà. Parce que la maison commence à sentir pourrie. Amen. Faites attention. Oui, vas-y. Des fois, quand la femme fuit les discussions, elle dit, on dirait que ma dent veut revenir. J'ai mal à la dent, ça revient. Et les mots de dent, ça fait mal. Mots de hanche. Et le monsieur va dire, non, je suis très fatigué. Oui, c'est ça, raison. J'ai mal à la tête. Demain, on peut discuter. Donc, c'est les occasions pour fuir les discussions qu'on sait que vraiment on a perdu. On ne va pas arriver à quelque part, donc à une conclusion qui va nous arranger. Voilà les excuses que l'homme et la femme trouvent. Vous devez donc enlever, merci chérie, vous devez donc enlever la manipulation, l'égocentrisme, l'orgueil de votre relation pour avoir une meilleure communication. L'autre attitude qui est très dangereuse, c'est le mensonge. Le mensonge. Il y en a qui mentent. Dès qu'elles entrevoient que on dirait l'affaire là, ça va tomber sur ma tête là, ils vont mentir. Frères et sœurs, si vous commencez à mettre le mensonge dans votre relation, non seulement vous brisez la communication, mais vous êtes en train d'appeler le père du mensonge. Alléluia. La Bible dit que chacun de nous dise la vérité à son prochain. Parfois, la vérité peut être dure, mais il faut le dire. Si tu ne peux pas le dire directement, va prendre le pasteur. Pasteur, aide-moi à dire la vérité. Alléluia. Et c'est important d'enlever le mensonge dans la relation. Parce que le mensonge, une fois que vous commencez à mentir, le message que ça envoie à votre partenaire, c'est que demain, il peut encore mentir. S'il a menti hier, là, il me regardait dans les yeux, il a menti. C'est que demain, là, il peut encore faire. Et donc, ça crée quoi? Le manque de confiance. Ça brise la confiance. Et vous savez, le manque de confiance, ou la confiance, c'est un peu comme cette fleur très sensible qui est dans votre relation. Et lorsqu'on casse cette fleur-là pour redresser, parfois il faut lui mettre des tiges pour le tenir, le lier et laisser le temps pour que ça revienne. Ça prend parfois du temps pour reconstruire la confiance. Alléluia. Mais je prie que ce soir, si la confiance a été brisée dans ton couple, que le Seigneur restaure votre couple au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a une autre attitude qui brise la communication, c'est l'exagération. Et ça, c'est les femmes qui sont spécialistes dans l'exagération. Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais je vais l'expliquer. L'exagération, en fait, c'est le fait, par exemple, la femme va parler et puis va dire, depuis là, ou bien elle va dire, mon mari ne m'a jamais soutenu. Elle a utilisé un mot, jamais. Pour elle, dans sa tête,
elle ne veut pas dire jamais, jamais, quoi. Elle veut simplement dire, ça fait longtemps mon mari ne m'a pas soutenu. Mais parce qu'elle va utiliser cette expression-là, le mari va le comprendre que je t'ai jamais. Ah bon? Et vous allez entendre le mari qui va commencer à dire, ah donc, tu t'es jamais soutenu. Ah bon? C'est comme ça que tu le prends. Et ainsi de suite. Et on rentre dans des conflits à n'en point fini. Vous allez voir, les femmes vont commencer à utiliser souvent du rien, du jamais. Il ne m'a jamais rien fait. Ou bien il ne fait rien dans la maison. Rien? C'est de l'exagération parfois. Alléluia. Et quand vous l'utilisez, surtout devant un homme, il a du mal à accepter cela et ça brise la communication dans votre relation. Ça frustre et ça donne le dégoût à la communication. On n'a plus envie de communiquer. Parce que si aujourd'hui tu estimes que je ne parle jamais dans la maison, par exemple, mon mari, lui, il ne parle jamais. Je sais que si on donne le micro à certaines femmes, c'est ce qu'elles vont dire. Mon mari, il ne parle jamais. Il ne parle pas souvent. C'est différent de il ne parle jamais. Alléluia. Et ça, cette erreur-là, on le fait souvent et c'est de l'exagération. Une autre attitude dangereuse, c'est les préjugés. C'est le fait de se dire que je sais déjà ce que tu vas dire. Et parce qu'on se connaît tellement dans la maison, parfois on se laisse aller aux préjugés sans se rendre compte. Dès que la personne commence là, tu dis non, 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 arrête. Je sais ce que tu veux dire. Je sais là où tu vas arriver. Tu vas passer là, là, là. Et donc, lorsqu'on laisse les préjugés également rentrer dans la relation, on n'arrive plus à communiquer. Parce que tu ne donnes pas le droit à l'autre de pouvoir de penser différemment, d'avoir d'autres aspects de la situation qui se présente. Donc, il faut laisser l'exagération. Donc, on peut citer beaucoup d'attitudes qui brisent la communication, le manque de maîtrise de soi. Par exemple, lorsqu'on parle, dès que monsieur est venu exposer un problème, la femme s'enflamme. Elle n'arrive pas à se maîtriser. Comment ça fait par là? Demain, il aura du mal à te parler encore. Alléluia. Lorsque madame t'expose un problème, toi le monsieur, tu tapes sur la table, tu casses tout autour de toi. Demain, elle aura du mal à te parler encore. Alléluia. La maîtrise de soi. Si nous n'avons pas la maîtrise de soi, nous allons détruire la communication. Et si le diable sait que toi, tu es quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi, ceux qui ont ce problème-là, comme moi auparavant, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours quelque chose que quelqu'un va faire pour vous provoquer. Est-ce que ça ne vous arrive pas? C'est comme si à chaque jour, là, quelqu'un va faire quelque chose pour vous provoquer. Et ça, vous allez toujours vous emporter. Et donc, traiter cela. Sinon, cela entraîne des cris dans la maison. Hein, tous les sujets sont sujets à crier. Hein, on peut parler doucement. Ou avoir des conflits, ainsi de suite. Des disputes se multiplient. On a la peur. Ça entraîne la peur de communiquer. Ça brise votre communication. Oui, je voulais aussi ajouter au niveau de l'éducation des enfants. Des fois, les enfants viennent, elles font des choses qui ne sont pas bien. Mais nous, les parents, on n'a pas la maîtrise de soi pour accompagner cet enfant. Comme la chose est grave, on crie, on a notre manière effraie l'enfant et ça permet à l'enfant de se renfermer sur lui-même. Et quand il y aura ces choses-là, il préfère même se confier à ses amis, à ses frères d'école, ainsi de suite. Donc, ce côté-là, nous devons veiller sur ça, pas seulement entre nous en tant qu'époux, mais vis-à-vis de nos enfants, nous devons savoir comment les accompagner, comment les comprendre, rentrer dans la moule des enfants pour savoir qu'à cet âge-là, bon, ce qu'il a fait, on peut le comprendre. Accompagner l'enfant et lui expliquer la gravité du mal qu'il a fait. Prochaine fois, l'enfant reviendra vers vous. Merci. Merci. Donc, il y a parfois, quand tu parlais, il y a cette idée également qui m'est venue. Lorsque, par exemple, vous rentrez ou bien vous êtes à la maison et que votre femme ou votre mari a dit des choses à vos enfants ou a donné une instruction à vos enfants, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Parfois, il faut se maîtriser. Parce que si vous ne vous maîtrisez pas devant les enfants, vous commencez déjà à dire non, 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 moi je ne suis pas d'accord, ainsi de suite, vous allez briser la communication. Alléluia. Il faut parfois se maîtriser. Tu l'appelles dans la chambre et tu dis bon,
Ça, moi, je l'ai aimé qu'on le fasse plutôt comme ça. Donc, comme c'est toi qui as donné l'instruction, essaie de revenir sur ça. Et puis, voilà. Et ça passe vite. Amen. Les plaintes incessantes et les murmures dans la maison. Oh, il y en a qui sont des experts dedans. On se plaint de tout. Le pasteur a fait ceci, on se plaint. Il a construit le temple, on se plaint. Il n'a pas construit, on se plaint. Il n'y a pas de lumière, on se plaint. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Il y a de lumière, on dit, on se plaint, il y a trop de lumière. On se plaint de tout. Le mari fait quelque chose, on se plaint de tout. Et lorsque c'est comme ça, on n'arrive plus à communiquer et ça crée des difficultés dans le foyer. La Bible dit à qui les a, à qui les hauts dans la maison. Et à ceux qui, je lis Proverbe 23, le verset 29, vous pouvez le lire. Amen. L'autre élément, l'autre attitude dangereuse, ce sont les querelles et les attitudes de revanche. Querelles, lorsque les querelles se multiplient dans la maison, on a du mal à communiquer. Lorsque vous avez une attitude revancharde, vous aurez du mal à communiquer. Attitude revancharde, c'est celui qui, tu me fais quelque chose, je vais te montrer que moi aussi là, je suis garçon. Je vais te montrer que moi aussi là, je suis une femme. Et que je ne suis pas né d'un animal. Je suis né d'une femme aussi comme toi. Si vous avez cette attitude-là, vous allez briser la communication. Alléluia. Et donc la Bible dit, mieux vaut habiter dans une tente, dans une terre déserte, qu'avec une femme querelleuse et irritable. Alléluia. Et lorsque vous avez dans la maison beaucoup de querelles, d'irritation, ça brise la communication. Et ça vous empêche de pouvoir vous accorder et attirer la faveur de Dieu sur votre couple. Tout ce que nous sommes en train de dire ce soir, c'est que le diable va chercher toujours à briser votre communication. Puisqu'il sait que l'objectif de la communication ou l'utilité de la communication, c'est d'arriver à l'accord et c'est d'arriver à votre unité. Donc, il va le briser et il va empêcher que vous puissiez arriver à développer une très bonne communication au milieu de vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, commencez déjà à identifier quels sont les problèmes. De tout ce que nous avons dit ce soir, nous pouvons continuer, mais compte tenu du temps, commencez déjà à identifier quelles sont les difficultés, quels sont les tueurs de la communication de notre couple. C'est avec l'humilité qu'on y arrive. Alléluia. Vous devez être humble. Vous devez ensemble trouver ces blocages-là. Et je voulais terminer en 2-3 minutes sur les niveaux de communication. Alléluia. Lorsque vous laissez les tueurs de communication dans votre couple, non, je voulais donner un exercice, pasteur, si vous permettez. Juste effleurer, mais peut-être dimanche, je vais revenir dessus. Dimanche, on va beaucoup plus parler de comment améliorer. Comment passer des niveaux les plus mauvais pour aller dans les meilleurs niveaux. Donc, c'est pour ça que je voulais donner une idée déjà sur les différents niveaux, qu'on commence à réfléchir où est-ce qu'on se trouve. Où se trouve notre couple. Alléluia. Très rapidement, le premier niveau, c'est le niveau des faits. Le niveau des faits, des opinions des autres. Des faits ou des clichés. Amen. C'est le niveau plutôt, excusez-moi, c'est le niveau sans risque, le niveau des clichés. C'est le niveau généralement que vous avez dans votre relation lorsque vous avez des problèmes. Lorsque vous êtes en conflit. On ne parle pas à l'autre. Voilà, on dépose l'argent là. On revient à la maison. Les enfants sont là. Oui, ils ont été à l'école. Oui, et puis c'est fini. Si vous êtes à ce niveau-là, si c'est comme ça, vous êtes en train de communiquer dans votre couple, vous êtes au niveau 1. Amen. C'est les genres de conversation qu'on a avec des gens qu'on ne connaît pas. Ou qu'on connaît à peine. Okay? On ne veut pas aller en profondeur. On ne veut pas donner son avis, ainsi de suite. Donc, si vous êtes dans votre couple, vous êtes à ce niveau-là, vous êtes au niveau 1 et c'est dangereux. Vous êtes comme des colocataires. Amen. Le deuxième niveau, c'est le niveau des faits ou l'opinion des autres. Alors, dans ce niveau de communication, on ne donne pas son avis. On ne donne pas son opinion. Mais on ne dit que ce qui se passe. Junior a été à l'école aujourd'hui, il est bien arrivé. On s'arrête là. Ou bien il a été bien à l'école, il a travaillé à l'école. Junior a bien travaillé cette année à l'école. Ok. Monsieur dit d'accord. Et ça s'arrête là. On ne dit pas par exemple ce qu'on pense. Est-ce que c'est une bonne chose? Comment l'encourager? Est-ce que ça te fait plaisir? Ainsi de suite. On s'arrête là.
Lorsque vous êtes à ce niveau, là également, ce n'est pas bon. Souvent, qu'est-ce qui entraîne ça? C'est qu'on a peur, comme on vient de le dire, on a peur de donner son avis. Parce que la dernière fois que tu as donné ton avis, là, ça a créé des problèmes. Et le lendemain, on n'a plus envie de donner son avis. Vous allez retomber au niveau 2. Et c'est dangereux. Le troisième niveau de communication, c'est le niveau où on commence à partager ce qu'on pense. On commence à partager son opinion, sa croyance. On donne son avis. Voilà, on partage ce qu'on pense de la situation. Et là, ça commence à aller. Parce que ça permet au couple de se connaître. Tant qu'on ne partage pas nos avis, tant qu'on ne partage pas ce que nous pensons, nous laissons l'autre comme un devin. Nous l'amenons à deviner ce que nous pensons. Et nous ne pouvons pas nous connaître à fond et établir une bonne communication dans notre relation. Donc, il faut commencer à aller déjà au niveau 3, arriver à partager ce que vous pensez. Et là, les tempéraments vont jouer. Ceux qui ont des tempéraments chauds, paf, lorsqu'on partage les avis, eux, ils s'enflamment. Il faut se calmer. Alléluia. Il faut commencer à doser. Il faut donner à l'autre la liberté de penser différemment. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on est obligé d'avoir la même idée sur tout. Je répète, ce n'est pas parce qu'on est marié, qu'on s'aime, qu'on doit avoir forcément la même idée sur tout. Mais on peut également, à un moment donné, avoir différentes conceptions, mais on trouve ce qui est bon pour le couple et pour la suivi du couple. Le quatrième niveau et l'avant-dernier, c'est le niveau où on dépasse le fait de partager ses opinions, mais on partage aussi ses sentiments. Ah, tu sais que la dernière fois, quand tu as fait ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'aime quand tu fais ça. Là, on partage ce qu'on ressent. Ou bien, ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà le sentiment que cela a créé en moi. Voilà comment on peut faire pour que, voilà, demain, j'ai de meilleurs sentiments, ainsi de suite. Et là, on a besoin d'être beaucoup plus franc. Hein? Il faut la maturité également à ce niveau-là. Et le dernier niveau de la communication, qui est le niveau souhaité, c'est le niveau que j'appelle le niveau de communication de confiance. La communication de confiance, c'est un niveau où on parle avec vérité. On dit la vérité dans l'amour. On est ouvert sans blesser l'autre. On est capable de communiquer avec l'autre ce qu'on ressent sans pour autant l'accuser, sans pour autant détruire le fondement de votre relation. Et lorsque le couple arrive ou communique le plus au niveau 5, le couple est davantage uni. On se sent encouragé, on se sent soutenu, on se sent aimé et on arrive à atteindre de meilleurs résultats. La question ce soir, à quel niveau se trouve votre couple? Dans la communication, quels sont les tueurs que vous avez laissés entrer dans votre relation? Alléluia. Le simple fait de les enlever, vous allez commencer à instaurer une meilleure communication dans votre couple. Que Dieu vous bénisse et que, voilà, Dieu vous aide également à améliorer votre communication. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier tout à l'heure et puis on va d'abord passer à la série des questions et puis on va prier. Je voulais dire au couple Happy j'ai voulu que dimanche, on va essayer d'adapter le temps pour qu'on puisse avoir vraiment du temps pour leur permettre d'exposer davantage. Vous voulez qu'ils reviennent encore? Parce que les sujets, là, il ne faut pas être pressé. On va signer un contrat au moins chaque mois. On aura au moins un enseignement de couple. Ils vont venir de préférence les dimanches. Parce que ce n'est pas facile. Ils travaillent. À cause de nuit, ils descendent plus tôt. Il faut lutter les embouteillages. Il fait nuit, il faut libérer. On va limiter les risques pour eux. Et puis comme ça, les dimanches, là, on adapte notre programme. Pour tout ce qui a été dit ce soir, je vous souhaiterais, le but n'est pas que dans notre esprit, on attribue les fautes ou les points pendant qu'on écoute. Ça, il est là. Arrivé à la maison, tu as entendu, non? Dieu parle. Quand il te